Alors, Laurent, Roland Toniquet, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Plaisir partagé, Moriagua. Adrien Tchomankou, vous avez suivi les journaux parcourus, vous avez mentionné quelques sujets qui vous intéressent assez. Nous allons directement à la une du quotidien, le matinal qui s'interroge ce matin et se demande à quoi joue l'Église catholique. Laurent Roland Toniquet, l'Église catholique n'a-t-elle pas le droit de s'exprimer sur la vie politique au Bénin? Poser la question à quel jeu joue l'Église catholique, c'est ignorer le rôle qu'a joué l'Église catholique à la Conférence nationale des forces vives de la nation. Et quand je lis ces titres comme ça, je me pose une question. Quelles sont les motivations de telles interrogations? Parce que n'eût été un certain Monseigneur de Souza, n'eût été l'implication de l'Église catholique, est-ce que les travaux de la Conférence nationale pourraient se tenir de cette manière? C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi est-ce que l'Église catholique s'intéresse si tant au code électoral. Mais nous sommes unanimes, et même dans le rang des éléments des membres de la mouvance présidentielle, il y en a qui sont d'accord que des dispositions du code électoral n'arrangent pas le vivre ensemble et ne préservent pas la paix. Parce que tôt ou tard, même si ça ne rattrape pas aujourd'hui, c'est que ça rattrapera dans le futur. Et que faisons-nous alors pour avoir un code électoral qui ne soit pas chrysogène dans une certaine mesure? C'est la véritable question que nous nous posons. Et donc, l'Église catholique, quand vous suivez un peu ce qu'ils disent, c'est les codes électoraux de 90 à aujourd'hui. Passer au peigne fin ces codes électoraux et réfléchir maintenant sur la nécessité d'avoir un code électoral qui ne soit pas chrysogène dans une certaine mesure. Donc, est-ce que en l'État, demander, inviter les concitoyens à un séminaire de réflexion est mauvais en soi dans un pays qui se veut, en tout cas qui veut préserver la paix, qui veut aller au développement. J'insiste sur le fait que oui, on aurait dû, peut-être, puisque c'est pas, en tout cas, ça, la date n'est pas encore là, donc ça se tiendra. Il vaut mieux attendre, oui, il vaut mieux attendre que les gens tiennent ce séminaire-là ou cette rencontre-là pour qu'on essaie de voir les conclusions. C'est très important parce qu'au-delà de tout, j'ai toujours dit, quand au sein des acteurs politiques, il y a crise, c'est vers qui nous allons. Nous allons vers les leaders religieux. Et donc, si les leaders religieux, dans une certaine mesure, s'intéressent au débat politique pour pouvoir nous montrer, nous, c'est-à-dire citoyens ou acteurs politiques, montrer aux acteurs politiques le chemin à suivre pour préserver la paix, en quoi est-ce qu'ils ont péché? Moi, je crois que, et j'insiste sur le fait que nous devons, à tous les niveaux, avoir un peu de retenue dans une certaine mesure et essayer de voir quelle est la finalité. Quand vous parlez de l'Église catholique, mais il y a l'aumônerie des cadres. Il y a une association comme ça, dans laquelle se trouve même le président de l'Assemblée nationale. Et c'est les cadres de l'Église catholique, parfois, font des propositions, réfléchissent en même temps, et vont voir les prêtres, et les prêtres disent, OK, puisque c'est vous les cadres de l'Église catholique qui avez réfléchi, qui avez fait cette proposition, alors donc ensemble, nous pouvons proposer une activité nationale et réfléchir autour de la question. Moi, je pense que quand je vois aussi que l'Église, je crois, l'Union islamique dit niet, certains partis politiques disent niet, je suis d'accord que oui, chacun est libre de participer à cette rencontre ou non. Moi, je ne suis pas catholique, mais ça ne veut pas dire qu'en réalité, cette rencontre-là, je peux la boycotter. Je peux bien aller m'asseoir, écouter les différentes prises de parole, je peux avoir à retenir quelque chose dans une certaine mesure. Et quand on dit que l'Union islamique dit niet, certains partis politiques disent niet, c'est normal. Dans un pays, quand vous faites un combat, il y a ceux-là qui se mettent derrière, qui ne veulent pas, en tout cas, participer au débat. Mais après tout, quand vous faites le combat et qu'il y a un gain de cause, ça profite à tout le monde. Donc, on ne saurait faire l'unanimité autour d'une question aussi sensible que le code électoral, parce que certains pensent aujourd'hui qu'ils sont à l'abri des problèmes au thème des élections, mais c'est quand ils seront dans les difficultés qu'ils se rendront compte que, oui, quand vous regardez par exemple Ordin Latin dit, on lui pose la question, si nous allons aux élections en 2026 et qu'aucun parti n'a 20%, qu'est-ce qu'on fait? Et il dit, il faut reprendre les élections. Alors, quand vous regardez ça par exemple, est-ce que vous pensez que ce code-là, c'est bon? Parce qu'on organise les élections, parce que des personnes ont eu 20%, on reprend les élections. Avec quel argent? Alors que tout le temps, nous disons que nous n'avons pas le moyen, le Bénin n'a pas de moyens. Donc, est-ce que ça, par exemple, sur cette question essentielle déjà, simplement, vous trouvez normal, est-ce que nous trouvons normal que nous allions à une élection
Et qu'après, parce qu'on a mis une disposition dedans pour dire qu'il va y avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Et je donne l'exemple aussi, un autre exemple. Je prends un parti INS qui a réussi à avoir 20% dans au moins 23 circonscriptions électorales. Et il se fait que dans une circonscription électorale, ce parti n'a pas 20%. Ça veut dire que ce parti perd tout. Le parti va faire alliance. Non, mais justement, c'est-à-dire ce qu'ils ont mis dans la discussion, c'est que les partis, avant les élections, vont faire accord de gouvernance. Accord de gouvernance, c'est ça. Et donc, dès lors que vous êtes aussi fort et que vous n'avez pas fait accord de gouvernance avec quelqu'un, mais que vous arrivez à avoir 20% dans 23 circonscriptions électorales, que dans une circonscription, vous n'avez pas les 20%. Mais que les autres ont déjà fait accord de gouvernance avant les élections, même s'ils ont 5%, 15%, 5%, 15%, ils vont tout rafler. Vous pensez que ça préserve la paix? Moi, je crois qu'il y a bien des choses qu'on peut voir dans ce code électoral. Et donc, toute réflexion autour de ce code électoral n'est pas à combattre. Il vaut mieux encourager les gens à aller. Ce qu'on va dire, c'est que les gens ne prennent pas, en tout cas, l'Église ne prenne pas une allure de politique et réfléchissent à la place des politiques, mais que l'Église fasse des propositions. Très bien, l'Église fasse des propositions. Les propositions, on peut s'y attendre, Adrien Tchomakou, puisque le thème choisi par l'Église catholique, c'est le code électoral, le vivre ensemble et la participation de tous bien sûr, la participation de tous à la construction de la nation. Le thème en dit long, et puis c'est sur ça que l'Église catholique veut débattre demain. Est-ce que vous pensez qu'il y a lieu que d'autres confessions religieuses puissent donc boycotter, ou d'autres partis politiques puissent boycotter? Le vivre ensemble nous concerne tous. L'Église catholique n'invite pas les gens pour venir réviser le code électoral, Adrien Tchomakou. Mori Agua, boycotter, oui, non, c'est relatif. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est que nous sommes en démocratie, et la démocratie, c'est la pluralité des expressions, c'est la pluralité des idées. Si l'Église catholique prend le lead de jeter à nouveau des bases sur ce code électoral qui a été modifié à l'Assemblée nationale, c'est parce que pour l'Église catholique, il semble pour l'Église catholique que ce code a des insuffisances. Et quand un code électoral a des insuffisances, il faut s'asseoir, réfléchir, voir ce qu'on peut améliorer, faire des propositions concrètes aux acteurs politiques et demander peut-être la relecture de ce code électoral. Je l'ai dit ici, nous avons pour le moment un code électoral de développement, un code électoral qui répond à certaines réalités de mon cher et beau pays, le Bénin, un code électoral qui doit amener les acteurs politiques à mieux travailler sur le terrain, à être présents sur le terrain pour mieux défendre leurs actions politiques. Nous avons un code électoral aujourd'hui qui, qu'on le veuille ou pas, répond à certaines réalités du peuple béninois. Mais il n'y a aucune œuvre qui soit parfaite. C'est-à-dire on peut tout le temps, à tout moment améliorer ce qui est fait. Et je pense que c'est dans cette optique que l'Église catholique souhaite réunir d'autres acteurs de la société civile et les acteurs des religions endogènes pour qu'ensemble ils puissent échanger sur la faisabilité de la relecture ou pas de notre code électoral. Je pense que l'Église catholique est en droit de poser ce jalon parce que, écoutez, je l'ai dit, la démocratie, c'est la pluralité des idées. Personne n'a la science infuse. Si les députés, les 100 et quelques députés se sont retrouvés à l'Assemblée nationale pour nous proposer ce code, on peut toutefois améliorer le code. Donc je pense que l'Église catholique a bien fait de faire cette proposition. Et d'autres sont aussi en droit d'aller contre l'Église catholique. Et oui, si l'Union islamique du Bénin dit niet à l'Église catholique, c'est parce que l'Union islamique du Bénin a ses raisons. Si des gens... c'est parce que l'idée ne vient pas d'eux. Non, pas ça, pas du tout. Écoutez, l'idée ne vient pas... l'Église catholique a son idée. L'Union islamique du Bénin ou l'Union islamique du Bénin, peut-être que le code électoral tel que présenté est déjà le meilleur, est déjà la bonne voie et la bonne loi électorale pour cette élection. Et je l'ai dit, c'est vrai, nous avons une très bonne loi électorale, un très bon code électoral, mais
ça ne veut pas dire vous qu'on estimez ne que c'est peut bon pas que le toit, il y a plus de améliorer. Écoutez, Si vous estimez que c'est bon, il n'y a plus de non, ne me prêtez pas des idées. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mon argumentaire. Donc je pense quand même Ce qui est bon est bon. l'Église catholique, vous avez vu la réponse. Ce qui est bon, on ne perd plus du temps pour encore en discuter. Ce que Laurent dit est quand même pertinent. Il faut en prendre. Ce que Patrice Talon fait au Bénin n'est pas bon. Pourtant, nous trouvons toujours à dire. On ne parle pas de Patrice C'est Talon, pour nous nous parlons dire quoi? du code Aucune électoral. œuvre n'est parfaite. On peut toutefois l'améliorer. Et ce n'est pas exclu qu'avant. Mais quand c'est bon, c'est Écoutez, bon. ce n'est pas exclu qu'avant les 6 mois. À bon vin, on dit souvent à bon vin, pas d'enseigne. Qui doit précéder les élections générales, que les députés ne fassent pas une relecture de ce code électoral. Je pense que si des organes de presse pensent aujourd'hui que c'est l'Église catholique qui embarque des opposants mal inspirés, ils sont aussi dans leur rôle, dans leur droit. Donc l'Église catholique doit faire ses assises, doit faire cette rencontre. L'Église catholique est dans son plein droit d'agir selon les textes en vigueur, de faire des propositions concrètes. L'Église catholique ne veut pas réviser le code électoral. L'Église catholique n'a pas ce pouvoir. Mais l'Église catholique peut jeter des bases d'insuffisance. Peut jeter des bases d'insuffisance. Ou également des points forts du code. Il y a des insuffisances. Attendons la conclusion de l'Église catholique. Mais quand le potentiel dit que l'Église catholique est à la remorque des opposants mal inspirés. Oui, c'est ce que je dis. Que, écoutez, quand il y a un fait, il faut faire des analyses, il faut critiquer, et il faut faire des commentaires. L'Église catholique ne peut pas dire aujourd'hui que non, ce qu'elle veut faire, ça n'a rien à voir, que ça ne veut pas favoriser les opposants. Ah non, l'Église catholique ne peut pas le dire. Ce que l'Église catholique veut faire, je pense que pour l'Église catholique, c'est l'unanimité, c'est pour le bonheur de tout le peuple entier. Donc, l'Église catholique peut estimer que le code électoral en l'état, qu'il peut avoir des articles qui pénalisent les opposants. Peut-être l'Église catholique va jeter ses bases, on va lire, on va voir, on va comprendre. Donc que l'Église, que le potentiel écrit aujourd'hui, que l'Église catholique est à la remorque des opposants mal inspirés, je pense que le potentiel est dans son droit d'écrire ce titre. Donc on ne peut pas lui en vouloir, pas du tout. Laurent ce titre, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous savez, nous sommes dans une république, chacun fait son travail comme bon lui semble. Chacun est libre d'utiliser les mots qu'il veut pour apprécier ou interpréter telle ou telle actualité. Parce que pour moi, c'est trop fort que de dire que l'Église est à la remorque des opposants mal inspirés. Ce qui se passe aujourd'hui, il y a des gens qui sont en position de faiblesse, c'est d'accord. Mais la roue tourne. Si le code électoral tel que c'est aujourd'hui, si on le laisse, et que, par la force des choses et par la volonté de Dieu, un opposant prenait le pouvoir en 2026, est-ce que ça arrange ceux qui se disent de la mouvance aujourd'hui pour les prochaines élections? C'est là que vous allez comprendre que les mêmes vont commencer par sortir casserole, commencer par jouer, pour dire que ça n'arrange pas. Il faut revoir le code électoral, il faut voir tout ça. Parce que des gens estiment qu'ils sont en position de force aujourd'hui, ça les arrange. Et donc, dans une certaine mesure, ils pensent qu'ils sont à l'abri des problèmes. C'est de ça qu'il est question. L'essentiel, ce n'est pas de voir opposants mouvanciers. L'essentiel, c'est de voir ce code-là. Est-ce que c'est un code qui nous garantit la paix dans 5 ans, 10 ans, 30 ans? Pourquoi choisir un code qui règle les problèmes en 2026 ou bien qui encadre des choses pour 2026, mais qui ne parle pas, qu'on ne peut pas utiliser dans le long terme? Je mets au défi quiconque de me prouver qu'on ne doit pas revoir ce code. Même si on relit et qu'on fait des choses, vous allez voir que quand un autre chef reviendra, on va encore revoir ce code-là. Et pourtant, nous avions un code électoral que nous avons utilisé de 90, 91 jusqu'à la limite de 2016, qui a été juste modifié à quelques exceptions près à des mois donnés. Mais pourquoi est-ce que c'est celui que les gens nous ont amené en 2019, déjà pratiquement 5 ans, ça ne fait pas encore 10 ans, qui pose problème, au point où on revoit et on retouche, et là ça pose problème. Moi je dis, réglons les problèmes pour le futur. Ne réglons pas les problèmes à court terme. Les problèmes qui se posent, c'est juste ça. Si on réfléchit, on s'assoit,
Et qu'on règle le problème. Parce que quand vous regardez la disposition, quand on dit que c'est le meilleur code de la sous-région, patati patata, oui, chacun est libre. Parce qu'on le dit dans notre langue. Ablamé ton phare. Tout le monde dira que ce qu'ils vendent là, c'est chaud et c'est de bonne qualité. Et tout le monde, ceux qui ont voté le code là et qui estiment que ça les arrange, vont toujours dire, et même communiquer abondamment autour de ça pour dire que c'est bon. Dans une certaine mesure, mais le problème au sein de la mouvance, et je sais que vous avez des amis de la mouvance, quand vous les écoutez hors caméra, ils vous disent la vérité. Ils sont nombreux de la mouvance, hors caméra, ils vous reconnaissent que ce code-là, ça va poser problème à certains pas mieux. Et pourquoi il ne peut pas le dire au chef de l'État? Ils vont le dire à qui? Ils vont le dire à qui? Ce qu'il faut souligner, c'est quoi? Selon les textes en vigueur, les députés peuvent modifier le code électoral à tout moment. Nous ne pouvons pas les Pas à tout moment, hein. Écoutez, non. Pas à tout moment. 6 mois avant les élections. Oui, c'est la limite. C'est la limite. Oui, nous sommes là pour informer le peuple. Donc, écoutez, il faut qu'on soit clair. Il ne peut pas réviser le code à 3 mois des élections, ni à 6 mois des élections. À 6 mois des élections. Je l'ai dit tout à l'heure, de 6 mois des élections jusqu'à ce jour, les députés à l'Assemblée nationale peuvent modifier encore le code électoral. Ils peuvent modifier plusieurs fois le code électoral. C'est pour vous dire quoi? C'est pour dire que un code électoral... Il n'y a pas une Bible. Bible, c'est trop parti. Coran, c'est beaucoup même dit. Un code électoral, c'est-à-dire, ça répond à un instant T par rapport à une élection donnée. C'est ça. C'est votre compréhension du code électoral. Ce n'est pas notre compréhension, ce sont les textes qui le disent. Donc, vous pensez que chaque fois qu'il y a une élection, il faut voir le code électoral? Chaque fois, écoutez. Quel article de quelle loi, de quel texte? Donc, à chaque fois qu'il y a une élection, on va modifier le code électoral, il faut revoir le code électoral. On a déjà modifié notre code électoral depuis 1990, combien de fois? Mais c'est à partir de 2019 qu'ils ont fait les changements, les grands changements. Et en 2016, on n'a pas modifié? Mais je vous ai, 2016, il y a eu élection. Est-ce que c'est ceux qui étaient au pouvoir qui ont modifié? On a modifié quelques dispositions, on n'a pas modifié tout le code électoral. Ce qui est là, c'est-à-dire, même si on place une petite mais c'est ce que j'ai dit, c'est notre constitution. J'ai bien précisé, ne peut pas modifier. J'ai bien précisé que à tout bout de champ. J'ai bien précisé que de 91 à 2016 là, il y a eu quelques changements, quelques corrections. Mais là, tel que nous a mené, ce qu'on nous a mené depuis 2019. Quand il y a des intérêts politiques, appelons un chien, un chat, un chat. Quand il y a des intérêts politiques. Donc vous pensez qu'il y a chaque fois qu'il y a des élections, il faut modifier? Écoutez, le développement d'une nation, ça se repose sur quoi, vous pensez? Dites-nous. C'est sur le code électoral. À part l'aspect social, c'est la politique. Donc, s'il y a des intérêts politiques, les acteurs politiques vont toujours modifier le code électoral. Ce n'est pas moi qui le dis. Et c'est ça qui n'est pas bien. Tu dis que c'est mauvais. Vous et moi, là, nous avons quelle force vous ne trouvez pas le code électoral? Ce n'est pas mauvais. Même si on n'a pas le pouvoir, c'est pourquoi il faut le dire. Même si on n'a pas le pouvoir. C'est la vérité. Adieu Tchomakou trouve que ce n'est pas mauvais de modifier à tout bout de champ le code électoral. Est-ce que vous convenez avec moi que d'ici dans 3 mois ou bien dans 6 mois, on ne peut pas faire une relecture de ce code électoral? Attendez. Oui, c'est une question de oui ou de non. Peut-être que suite aux échanges de l'Église catholique, le rapport qui sera déposé peut être pris en compte peut-être pour revoir le code, on ne sait jamais. Justement, c'est le débat qu'on Moi, je pense que dit qu'il faut laisser l'Église catholique aller faire l'assise là. A sa raison d'être. Parce que, qu'on veuille ou pas, et moi je suis convaincu de ce que je dis, les acteurs politiques, les députés à l'Assemblée nationale feront encore une relecture de ce code électoral. Il y a des dispositions qui vont changer. Vous dites que c'est possible, quoi. C'est possible, c'est même une obligation. On va écouter c'est une Laurent. obligation en ce sens qu'il y a un aspect que vous-même vous avez souligné tout à l'heure, sur lequel je veux revenir. Lorsque le président de la commission des lois ordonne à la DATI, son Excellence, il dit que si, dans l'un ou dans l'autre cas, aucun parti ne se retrouve pas avec 20%, qu'on va reprendre les élections. Je dis oui, on doit reprendre les élections, mais normalement on ne doit pas reprendre les élections. Donc ils vont faire une relecture pour qu'on n'assiste pas à ce genre de trucs. C'est bon, le compte est bon, mais il y a des choses à ajuster, il y a des petits ajustements. Et je pense que nous avons l'un des meilleurs codes
électorale de la sous-région. Ok, Adja Tchomakou, on va écouter Laurent pour passer à un autre sujet. Non, moi, je crois que quand on parle de modification du code électoral, quand vous prenez 90, 96, 91 acte 2016, souvent les corrections qui sont apportées, c'était par rapport au nombre de sièges à pouvoir, comment est-ce qu'il faut organiser les membres des, comment vous appelez, des centres de vote, un certain nombre de choses. Le mode de répartition des sièges, le mode de fonctionnement de calcul ou bien de compilation, regardez les différentes élections présidentielles, les différentes élections législatives, ça n'avait jamais posé problème. C'est à partir de ce pouvoir, de 2019, la loi qui nous a mené, que question de parrainage, par question de 20%, de 10% est intervenue. Et tout le monde sait que cette conformité. Non, cette conformité, ce n'est même pas dans la loi. C'était une disposition extra qui est arrivée pour coincer les gens. Et donc, quand on regarde ça, les nouvelles dispositions qui sont intervenues dans le code électoral avec les modifications, c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait ça? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire clairement que les sièges des députés, les sièges pour l'Assemblée seront attribués au prorata des suffrages obtenus? Point. Pourquoi on ne peut pas faire ça comme ça se faisait depuis 1991? C'est tout le problème. Aujourd'hui, on met 10%. De 91 à ce jour. À 2016. À 2016, ça fait combien d'années? Combien d'années? Regardez. Non, mais écoutez. Un enfant qui naît, grandit. Donc, vous pensez que chaque fois, il faut. L'enfant grandit. Il y a une vérité dans ce que je dis, non? Non, vous avez déjà parlé et je pense qu'il se prononce par rapport à ça. Je pense sincèrement. Et vous avez été compris. Sincèrement que le code électoral peut être revu à tout moment. Mais c'est le souhait de tout bon citoyen qui veut la paix pour le pays. Si on dit que le code électoral sera revu, ne pensez pas que. Ils vont enlever ce que... Non, ce qui est sûr, j'ai toujours rappelé cette affaire. Et pour finir, Mori Agua, j'ai toujours rappelé cette affaire dans ce pays. Ce président qui était au pouvoir, à qui on a demandé de céder la gestion de la Sogema à la circonscription urbaine de Cotonou et qui a refusé. Et qui après est devenu maire de Cotonou et qui a demandé au pouvoir en place de lui céder la gestion de la Sogema, on a refusé. Pour nous rappeler que c'est lui qui avait refusé ça. Donc, toute loi que vous prenez, que vous votez aujourd'hui, ou toute décision que vous prenez aujourd'hui, et vous pensez que c'est les autres, que ça fait mal, n'oubliez pas que la roue peut tourner et vous pouvez vous retrouver dans la position de dominer. On va passer à un autre sujet. Je fais un clin d'œil à M. Félix Alowanou, qui nous suit en ce moment. Je fais un clin d'œil également à Sylvestre Jossa, qui nous suit depuis la Guinée équatoriale. Et voilà, j'ai reçu des messages de toutes ces personnes-là. Et répression pour défaut de port de casque au Bénin, un commissaire tabassé à Ouessé. Oui, vous savez, ce qui s'est passé à Ouessé n'a en réalité rien à voir avec le casque, malheureusement. Le port de casque. En réalité, il s'est posé un problème d'accident de circulation. C'est vrai que les éléments d'un arrondissement de la commune de Ouessé réprimaient pour défaut du port du casque. Mais il y a quelqu'un qui, sachant qu'il n'a pas porté le casque, il a foncé sur le dispositif. Les policiers l'ont laissé. Ils n'ont pas agi. Ils l'ont laissé. Il a dépassé le dispositif sécuritaire et malheureusement, il est allé percuter quelqu'un qui traversait la voie, qui a bien porté son casque, qui est aussi à moto et qui a remorqué quelqu'un qui aussi a très bien porté son casque. Donc, quand l'accident s'est passé, ça fait 3 personnes qui sont gravement blessées. Et bon, qu'est-ce qui s'est passé? Les policiers étaient obligés d'aller maintenant à leur secours. Pour les aider à retrouver l'essence. Les populations peut-être ont dit que c'est parce que ils ont procédé à une évacuation sanitaire sur, comment on appelle, Parakou, parce que celui qui roulait à vive allure, qui a foncé sur le dispositif, a posé un acte très grave. L'accident, le choc était violent. Les policiers faisaient ça. Quand le commissaire est venu, il voulait s'imprégner de ce qui se passe. Et la population s'en est pris à lui, malheureusement, pensant que c'est, comment on appelle, les éléments qui ont causé tout ça. Vous voyez comment
Le défaut de sensibilisation C'est nous amène l'incompréhension. l'incompréhension. On doit communiquer, on doit parler. C'est en cela que je voudrais une fois encore inviter le directeur général de la police nationale de communiquer en langue nationale, surtout en langue nationale, dans les contrées du Bénin. C'est très important. La communication telle qu'elle est conduite par la hiérarchie policière, elle est mal conduite. Ah oui, Disons la vérité. vous le dites clairement. Non, non, je suis ferme sur ça. La hiérarchie policière ne communique pas en langue nationale. Les gens, vous savez, non. Mais ça ne veut pas dire que la communication est mal conduite. Si la hiérarchie ne communique pas en langue nationale, peut-être on peut rattraper cela. Il faut qu'on rattrape ça très rapidement. Moi, je crois que... Le commissaire, là, maintenant, il est entre la vie et la mort. Je ne vais pas Parce faire... que son cas est très critique. Je ne vais pas faire un On commentaire va autre prier pour mesure. lui. C'est vrai qu'il est hors du je état de dis, nuit, du danger. rien ne doit justifier le fait qu'on tabasse un policier ou un commissaire. Il faut qu'on mette ça dans la tête des citoyens. Vous voulez vous faire justice, on ne se fait pas justice avec une force républicaine, un agent qui est en mission pour la République. Ça ne se fait pas. C'est ça. Il faut décourager ça avec la dernière rigueur. Je suis d'accord que, oui, la manière dont les gens répriment, c'est pas trop bon. À la limite, oui, on est prêt, on est là à les soutenir pour dire, soutenir les populations pour dire non, et police républicaine, revoyez votre mode de fonctionnement. Mais cela ne devrait pas justifier le fait que les gens fassent preuve de violence face à quelqu'un qui est en uniforme et qui est en mission pour la République. Au-delà de tout, nous savons qu'aujourd'hui, en tout cas par la force des choses, question de sanction, quand vous arrivez à montrer que tel ou tel commissaire est assez mal comporté, les sanctions ne tardent pas à tomber dans une certaine mesure. On a vu seulement un policier s'accrocher à un minibus et après il a été sanctionné avec ses collègues et son commissaire sanctionné. Donc, les gens auraient pu simplement trouver la formule de se plaindre, si c'est chez le maire ou bien chez les députés de la localité, pour que l'information soit remontée, pour qu'on sanctionne ce commissaire. Mais aller tabasser le commissaire, moi je crois qu'il faut décourager ça. Il faut dire à tous ceux qui nous suivent ce matin, on ne se fait pas justice face à un élément qui est en mission pour la République. Si vous faites ça, n'oubliez pas qu'il a peut-être d'autres moyens de vous neutraliser. On ne souhaite pas ça. Après, on parlera de bavure policière. Et je ne le dis pas pour que les policiers, à la moindre situation, commencent pas à brandir armes sur les citoyens. Non. Mais quand le monsieur en mission républicaine se sent en danger, ce n'est pas bon aussi pour la communauté. Donc, que les gens évitent de faire preuve de violence face aux forces de l'ordre. Le 1er mai... Personne n'a même pas le droit de se rendre justice. Personne et absolument personne. Si vous vous sentez frustré ou on vous a blessé dans votre profond amour, allez porter plainte à la justice. C'est la meilleure solution. Il y a un sujet que je ne voulais pas forcément aborder, puisque l'affaire devant la justice, c'est concernant le procès d'un élu, l'honorable Notayi, pour blanchiment de capitaux. L'affaire devant la justice, donc je pense quand même que on peut ne pas aborder le sujet. Qu'en pensez-vous, Laurent? Non, on peut l'aborder comme on peut ne pas l'aborder. C'est vous qui êtes le maître du plateau. Donc, si vous décidez de l'aborder, on l'aborde. On l'aborde. Si vous refusez, on ne l'aborde pas. Et puis, on passe à autre chose. Quand même, c'est étonnant que l'honorable, ses comptes soient quand même visités et qu'on constate qu'on l'accuse de blanchiment d'argent, de capitaux. Moi, j'ai tiré une leçon de cette situation. J'ai lu l'information hier, j'ai fouillé un peu, je connais un peu l'honorable Nestor Noutayi. Je sais qu'il avait dit à l'agent, même que Patrice Talon vienne au pouvoir. Je sais qu'il a travaillé un peu avec Patrice Talon. Il est exploitant agricole, il a l'agent, il a pratiquement, quand vous allez à Zé pour connaître un peu qui il est, c'est des dizaines de têtes de bœufs qu'il a à sa disposition. Donc, c'est quelqu'un qui avait déjà ses activités, qui avait l'argent avant et qu'on ne connaissait pas pour autant. Qui a investi un peu dans, comment vous appelez, l'entrepreneuriat. Oui, c'est ce que l'exploitant agricole. Avec ses hectares. donc, le problème, c'est que je regarde celui qui est interpellé, qui est écouté par la criette, et je regarde sa famille politique, et je regarde comment il est devenu député en 2019. Il fait partie de ceux-là qui sont sortis de nulle part pour être député en 2019, qu'on ne connaissait pas autre mesure.
Et donc, quand on arrive à attendre que quelqu'un, un député, s'en rende, sans autre protocole qu'on connaît, parce que quand on dit député, souvent, il faut aller à la haute cour de justice, dans une certaine mesure, mais qui a été écouté par la juge de la Criette, et contre qui on requiert, on requiert 3 mois de prison ferme, 700 millions sur un de ses comptes bloqués, parce qu'on a vu des dizaines de millions sur les comptes d'un de ses enfants. Je dis, Mori Agoua, Adrien Tchomakou, tout ce que vous voulez faire au Bénin maintenant, faites-le dans la transparence. Parce que dès lors qu'un député de la mouvance présidentielle est interpellé de cette manière et traîné devant la justice comme ça, c'est que plus personne n'est à l'abri des interpellations. Première chose. Deuxième chose, sa situation devient maintenant un repère. Parce que dès lors qu'on attaque, on interpelle un citoyen pour blanchiment de capitaux à tout moment, vous ne pouvez plus parler. Parce qu'on vous dira, quelqu'un proche du chef a été interpellé. Vous voulez dire quoi? C'est ça. C'est ça. Donc, toute la problématique se situe là. Si véritablement les gens de pro qui a fait le blanchiment de capitaux, il en répondra. Mais sachez que dès lors que quelqu'un de la mouvance présidentielle, député est interpellé de cette manière, sachez que nous, les manamana en réalité, nous devons faire attention à ce qui est transactions qui passent sur nos comptes. Parce que, est-ce que c'est quelqu'un... On va vous interpeller pour ce qui passe ou non, mais 400 millions passent sur votre compte, 700 millions passent sur votre compte. Si par exemple vous avez peut-être l'habitude de prendre des gens qui ont l'habitude de vous faire des transactions sur lesquelles vous êtes journaliste, vous parlez ou bien vous écrivez. Mais n'oubliez pas que le jour où vous allez prendre peut-être une transaction, vous allez parler contre quelqu'un. Si on arrive à justifier que une transaction est arrivée, vous ne pouvez pas aller dire devant le juge qu'il vous a donné l'argent que vous avez écrit. Ce n'est pas possible. Donc rien que pour ça, et d'ailleurs même tout ce que vous avez réalisé aujourd'hui, là, on vous suit. Moi, écoutez, imaginez que je construise 10 jours, le lendemain, là, un bâtiment à deux niveaux, sachant qu'ils connaissent mon salaire et d'NTV, ils savent ce que je gagne indirectement ailleurs. On va checker vos comptes. Ouais, mais le problème, ça commence par là. Ça veut dire que quoi? Chacun n'a qu'à faire attention à la République. Nous, Taï c'est-à-dire que va servir d'exemple pour que tout le monde, personne ne soit à l'abri. Et n'oubliez pas que les députés de la 9e, il y a tout récemment, ils sont revenus sur la loi sur le blanchiment de capitaux, vous vous rappelez? Ils sont revenus sur la loi. Ils ont fait leur travail, ils ont bien fait le travail pour vous dire que nul n'est à l'abri. Faites juste attention. Je dis, principalement... Qu'en est-il en ce qui concerne l'immunité des députés? En tout cas, non, si la loi dit, en tout cas, sauf erreur de ma part, la loi, il y a une disposition de la loi qui dit quand les députés est surpris en flagrant délit. Donc on parle de blanchiment de capitaux. Je suppose que c'est parce que c'est du flagrant délit qu'on l'a interpellé directement sans passer par l'Assemblée nationale. Donc je le dis pour dire quoi? Tout acteur de la société civile, tout acteur politique opposant au mouvancier. D'abord, le mouvancier, vous avez l'obligation d'être discipliné parce qu'à la moindre agitation, ne soyez pas sûr. Voilà. Parce que quand il dit, vous avez dit que sur ses salaires, quand il était député pour la 8e législature, que c'est tant. Mais vous devez justifier, parce qu'on connaît votre salaire. Si vous dites que vous avez votre salaire, mais que bizarrement on voit 1 milliard sur votre compte, mais quel salaire vous avez pris pour avoir 1 milliard sur votre compte? Vous devez justifier. Et les mêmes personnes qui vous donnent l'argent, sans traçabilité, peuvent encore vous interpeller parce que vous avez décidé de ne plus être discipliné. En tout cas, à chacun de tirer ses conclusions. En tout cas, moi je dis, faisons attention. Mori Agoua, faisons attention. Adrien Tchomakou, faisons attention. Adrien Tchomakou, voilà la situation. Est-ce que les députés ne vont pas prendre peur? Est-ce que les gens ne vont pas finir par refuser les traçabilités sur les comptes alors que ça participe à l'économie nationale quand il y a des mouvements sur les comptes? Donc, ça va dire l'économie, vous avez fait. Oui, quand il y a les mouvements sur les comptes, cela participe à la croissance de l'économie. C'est vous qui faites tout sur son compte? Non, je sais. Oui, en fait, c'est pour dire que est-ce que les gens n'auront pas peur de mettre de l'argent sur leur compte? Non, si vous faites une activité légale, il n'y a pas de problème. Ok. Mais si vous savez très bien que les gens vous envoient de l'argent par vous, que vous devez financer les jeunes qui vont se révolter ou bien s'habiller en rouge les mercredis, si c'est ça, soyez sûr que vous allez justifier. Parce que vous ne pouvez pas être courageux pour dire c'est tel qui m'a envoyé l'argent pour telle activité. Ouais. Et là, on vous interpelle. Donc... Voilà la situation. Non, si vous n'avez rien à dire, vous pouvez vous taire.
Vous pouvez vous taire. Bon, on va passer alors à un autre sujet. On va passer à un autre sujet. Tu sais, je ne voudrais pas me prononcer sur le sujet. Merci, parce ouais, que je m'attendais à ça. C'est vraiment rocambolesque. Ce n'est pas nous tailler seuls. Ce n'est pas nous tailler seuls. Ils sont 36 députés au total qui sont aujourd'hui sur la liste noire du Patrice Talon. Donc, je ne veux pas aller dans les détails. On va suivre ça, c'est le feuilleton. Il y a même une liste noire. En fait, 36 députés de la mouvance présidentielle. En fait, DRUP. je veux pas Vous n'êtes pas sur la liste par hasard. Je ne suis pas député. Je voulais pas aller dans ce détail. Non, n'allez pas dans ce détail. Laissez les choses aller d'elles-mêmes et après nous allons refaire les débats. C'est pourquoi je dis. D'accord. C'est pourquoi je dis que dès lors que vous décidez de ne plus être discipliné, attention. De toute façon, on y va. Bon, allez, on y va. On y va. Très bien. Alors, on va passer à un autre sujet, la plage de Fidjirosser qui est devenue un dépotoir d'excréments. Je ne vous dis pas mon expérience. Moi, j'étais allé à la plage, je suis allé m'asseoir dans le sable et je commence par sentir l'odeur de quelque chose et puis je regarde ma culotte et puis voilà. Vous étiez déjà ça. Oh, pardon, faut pas dire. Vous n'avez pas enlevé le pantalon pour rentrer en slip? Je pense que la meilleure façon, c'est de rentrer dans la mer et de se laver. Sur ce dossier, nous aurons affaire à deux personnes. Le chef de l'État doit très rapidement interpeller le maire d'abord de la ville de Cotonou, M. Setonji Luc Atropo, ainsi que le ministre du cadre de vie. La police municipale. Écoutez, je parle du ministre du cadre de vie. Vous parlez de la police municipale. Faut-il encore aller disposer des policiers le long de la côte pour surveiller des gens qui viennent déféquer sur les plages? Il y a d'abord ce problème d'incivisme notoire des populations et le problème de construction de la route de pêche. Tant que la route de pêche n'est pas finalisée et que nous ayons le quotidien a parlé du tourisme en danger. Oui. Parce que moi, en tant que touriste, si je viens faire cette expérience, je ne vais plus revenir. Hein. Je ne vais plus revenir dans votre pays. Je viens m'asseoir et ma culotte est déjà un truc là. Je crois que le droit de m'asseoir dans le sable. Non, pour régler le problème, c'est très simple. Hein. Aujourd'hui, il faut mettre des gardes-côtes, des policiers, peut-être à 2 km, chaque 2 km déjà, pour que les gens puissent être en train de se voir au niveau des plages. Première chose à faire. Et c'est d'installer aussi des toilettes. C'est la police municipale. Des toilettes. Oui, c'est pourquoi je dis. La police Est-ce que les toilettes seront gratuites parce que si elles sont payantes, les gens n'iront pas encore? Non. Attention. Vous venez à la plage, vous devez pouvoir être en mesure de payer 25 francs ou 50 francs pour les toilettes. On ne va pas faire ce débat. C'est du tourisme. Non, vous venez à la plage, c'est les gens qui nettoient, non? Et il faut payer 50 francs pour aller faire pipi, 100 francs pour aller faire caca dans une certaine mesure. Moi, je pense qu'il faut déjà instaurer au niveau de la police municipale ce qu'on peut appeler les gardes-côtes. Tous les 2 km, en réalité, il faut mettre des policiers et qui ont la possibilité de communiquer entre eux, de se voir en tout cas de l'eau, puisque sur le long de la côte, ils peuvent se voir et se parler de loin. Et puis mettre des toilettes. Et d'ailleurs, même au niveau de chaque poste de policiers, de ceux que j'appelle les gardes-côtes, il faut mettre les toilettes là. Et dès que quelqu'un veut aller faire ses besoins, il paye au niveau du policier municipal. Il prend un reçu. Ça permet à la mairie aussi d'avoir des sous pour payer ces personnes à la fin du mois. Parce que si on ne le fait pas, les gens vont venir à la plage. Attendez, si vous allez à la plage aujourd'hui, Moyagua, et vous êtes au bord de la mer, vous avez la diarrhée. Vous allez courir de la maison pour aller, de la plage pour aller à la maison. C'est une question que je n'encourage pas ça. Mais je suis à la plage. J'ai la diarrhée. Ou bien j'ai envie de faire mes besoins. Je regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. Et il n'y a pas de toilette. Je fais quoi? Vous voulez que comme on fait quand on était enfant, je passe la salive sur mon nombril, qu'on soit courir pour aller à la maison? Comme on le fait au primaire là. Vous voulez que je fasse ça? Non. Donc, il faut que l'État, notamment la municipalité de Cotonou, prenne ses responsabilités en mettant des agents au niveau le long de la plage et en installant des toilettes qui seront des toilettes où les gens peuvent payer 100 francs ou 50 francs pour faire leurs besoins. Et c'est pour ça que Adja Tchomako interpelle le ministre du cadre de vie. Oui. Le ministre du cadre de vie est interpellé et c'est vrai qu'il a trop de charges ces derniers jours, mais je pense que l'idéal, c'est de préserver ce que nous avons. Parce que si on ne le fait pas, le tourisme... Oui, c'est un problème parce qu'il y a... prendre un coup, hein. Il y a des gens qui viennent de Bénin qui n'ont pas besoin d'aller au niveau des
des plages. En tout cas, il y a des gens qui organisent des trucs, construire des efforts au niveau de la plage, et où il faut payer. Mais il y a des gens qui veulent aller librement pour se détendre eux-mêmes, sans avoir à payer quoi que ce soit dans une certaine limité. Et ils vont là-bas, vous constatez malheureusement que tout est sale. Et je prends par exemple l'allée là, derrière le Golden Tulip, par exemple, quand vous allez là, par exemple, c'est tellement sale. Là où il y a, de l'autre côté, il y a un beach, quelqu'un est là, aménagé, vous payez 500 francs. Et vous rentrez, vous avez droit à un coca, je ne sais quoi, vous rentrez, c'est propre. Mais quand vous les laissez, vous continuez, mais c'est tellement sale. Donc, on peut trouver la formule de confier aussi ce site-là à quelqu'un qui va gérer. Ou alors, dans cette zone, en même temps, on met un policier municipal là, qui assure la sécurité de toute la zone là, et qui continue, il fait la ronde en journée. Pourquoi pas? Et ce problème de toilettes publiques n'est pas seulement le long des plages. Oui, hein, c'est vrai qu'il y a quelques jours, j'avais vu, il y a quelques mois par exemple en arrière, je suis allé à la plage dans cette zone, j'ai vu des policiers en train de faire la ronde. Hein. Et quand ils vous voient, surtout quand c'est les jeunes là, ils les chassent pour leur dire de quitter là dans une certaine mesure. Mais il faut qu'on renforce cela. On va finir par un dernier sujet, c'est notamment l'ANM qui continue son travail avec 3 stations-service sous scellé ce week-end. Les gens ne veulent pas arrêter la fraude, Adrien Djumanko. Les gens ne peuvent pas arrêter la fraude. Si la fraude s'arrête, c'est que l'AMMN ne va plus trouver à faire, le procureur de la République ne trouvera plus à faire, la police non plus. C'est que, bon, le pays serait comme ça. Les gens vont toujours frauder, quels que soient les dispositifs sécuritaires, quel que soit l'arsenal juridique que le gouvernement mettra en place. Je pense que l'ANM, l'Agence nationale de météorologie, oui, c'est ça, est dans son rôle. Et cette agence agit de jour comme de nuit ces derniers jours. On a vu le cas de Cotonou la semaine passée, et c'est surtout le week-end passé que dans le Mono, 3 stations-service ont été fermées pour fraude à la pompe. Pour fraude à la pompe. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est après la fermeture, c'est la suite qu'il faut donner à ces gens de fraude. C'est-à-dire qu'il faut sanctionner jusqu'au dernier degré. Non seulement le procureur doit agir, le procureur spécial doit amener les gens à ne pas récidiver. Il faut les envoyer en prison. Je ne suis pas procureur, je suis magistrat, mais je pense qu'il va payer assez de dommages. Parce que, écoutez, si on vous souffle de l'air dans votre... souffle de l'air, sérieusement. Sérieusement, on vous souffle de l'air dans votre réservoir. Il y a une station à Calavi, regardez les conséquences. À Calavi que regardez les conséquences. Je vais dénoncer une station privée et j'ai constaté qu'ils ont soufflé de l'air dans mon réservoir. C'est-à-dire, non seulement on vous pénalise de l'argent que vous avez déboursé, mais on endommage votre véhicule d'une manière ou d'une autre. Parce qu'un réservoir n'est pas conçu pour recevoir de l'air. C'est du carburant. C'est vrai qu'ils souffrent de l'air dans les réservoirs. Écoutez, oui, non, en fait, il y a cette pratique qui accourt dans les stations, malheureusement, où les gens vous mettent l'appareil dans le réservoir, vous pensez que c'est du carburant que vous savez. Mais malheureusement, ils appuient, et puis après, vous vous rendez compte que ce n'est pas la quantité qu'on doit vous servir. D'abord, c'est déjà réglé. C'est déjà la mauvaise foi des promoteurs de cette station, et après, la mauvaise foi des pompistes aussi que nous avons aussi, parce que vous payez 10 000 francs, et puis quand vous ne faites pas attention, le gars essaie de mettre rapidement 5 000 francs ou 8 000 francs. C'est pourquoi il gagne 2 000 francs. C'est pourquoi quand vous achetez dans les stations de vue, toutes les stations sont censées avoir une facture normalisée. Donc quand vous allez là-bas qu'un pompiste, malheureusement, veut faire le jeu, vous vend pour 8 000 francs, 10 000 francs. Si ça fait sur le tableau, il faut avoir le regard sur le tableau. Oui, c'est pourquoi beaucoup de personnes ne font pas attention à ça, c'est ce que je dis. Donc, il y a la mauvaise foi. D'abord, la station qui vous vole déjà, et l'agent aussi qui vous vole. Donc, vous êtes doublement volé. Il va falloir que chacun soit attentif à cela. Et quand vous voulez acheter du carburant, essayez de connaître votre moteur. Et ça vous permet de savoir, après un mois donné, comme je l'ai dit, moi, ma voiture, à un moment donné, quand tu mets dedans, ça te donne le nombre de kilomètres à parcourir. Oui. Et donc, oui. ça la voiture moderne. Donc, ça te permet de savoir. Donc, quand je vais dans une station, on me vend
Et ça me met 43 km au lieu de 95 km. Je me rends compte directement que ceux-là, ils m'ont eu. Ils vous ont eu. Voilà, donc voilà. Adé Choubankou. Oui, oui. Si vous n'avez rien à ajouter, on va passer à autre chose. Ce que je vais ajouter, c'est une doléance à l'endroit du chef de l'État que Patrice Talon sache qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. C'est vrai qu'il y a certains députés qui lui ont tenu tête. Il faut qu'il leur pardonne. Qu'il faut qu'il sache qu'après le pouvoir, il y a une autre vie. Que Patrice Talon sache effectivement que oui, qu'il demeure le père de la nation. Que pendant les 18 mois qui vont suivre, ces députés sont plus que jamais déterminés à l'accompagner. Il faut les tirer les oreilles. Écoutez, on les a bien tiré les oreilles. On ne va pas aller sur le terrain. Moi, je dis, je suis formel sur un fait. Écoutez, pendant que le peuple souffre, que vous avez l'argent et que vous n'êtes pas en mesure de justifier la source. Moi, je ne parle pas de blanchiment d'argent. Je sais de quoi je parle. Oui. Et le chef de l'État, les services de renseignement, et le chef de l'État sait de quoi tu parles aussi. On se comprend à demi-mot. Si quelqu'un a soutenu Patrice Talon et qu'aujourd'hui, il n'est pas en mesure... Si quelqu'un a fait du blanchiment, attendez, poursuivi. Si quelqu'un a soutenu Patrice Talon et pense qu'il a soutenu Patrice Talon par le passé... L'eau du bébé est ici maintenant. S'il y a des choses à reprocher à quelqu'un, on lui reproche ça, la personne répond. Parce qu'on a reproché à des gens qui sont en prison, on a interpellé des gens qui ont dû fuir le pays. Donc s'ils sont là, ils pensent qu'ils étaient à l'abri des problèmes. Chacun répond. Vous avez dit qu'on ne jette pas l'eau. On ne jette pas l'eau du bain avec quoi? Vous pensez que le salaire que vous gagnez par mois, si on veut vous démontrer que vous gérez mal votre salaire, on ne va pas vous démontrer ça? Ça, c'est mon salaire. On m'a pas confié l'argent. On m'a pas confié l'argent de l'État à gérer. J'ai toujours dit que toute personne à qui on confie l'argent de l'État, c'est fonds à gérer. On a toujours des choses à lui reprocher à un moment donné. Mais si vous avez accepté la mission à un moment donné, vous devez accepter tout ce qui accompagne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'eau de bain. L'eau de bain de bébé, là. C'est ici maintenant. C'est avec Patrice Talon. Voilà, c'est sur cette note d'humour que nous achevons cette première partie qui concerne, ou deuxième partie qui concerne l'analyse et les commentaires. Vous avez suivi les analyses politiques, vous avez compris qu'on ne dit pas tout sur un plateau de télévision. Affaire à suivre, on va continuer par observer l'actualité politique au Bénin et vous en saurez davantage dans les tout prochains jours.